Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans le webinaire de l'addiction aux écrans chez les jeunes sportifs. Vous allez voir, ça va être très intéressant. On va avoir tout un tas de discussions avec des intervenants de qualité pour animer donc cette table ronde. On aura bien évidemment l'intervention du CNOSF et également un représentant du ministère des Sports. C'est parti pour un webinaire qui a toutes ses promesses. Vous allez voir, c'est ambitieux. Beaucoup de choses sur différents angles que nous allons pouvoir aborder ce soir. Je remercie en préambule le Comité français du Fair Play qui m'a donné toute cette confiance pour animer ce webinaire, et je passe tout de suite la parole à Jean-Pierre Mougin, président du Comité du Fair Play. Merci Karine, mesdames, messieurs, chers amis, vraiment très heureux d'ouvrir aujourd'hui ce webinaire sur un sujet de plus en plus sensible, à savoir l'addiction aux écrans chez les jeunes sportifs et surtout les réponses à apporter à cette situation. L'idée de ce webinaire était venue à l'occasion d'un forum que nous avons organisé justement en 2022 sur la cyberviolence chez les jeunes sportifs et qui avait mis clairement en évidence la part de plus en plus grande prise par les réseaux sociaux avec des dérives malheureusement parfois très graves. Et l'étude qui s'était appuyée sur 1700 réponses de jeunes sportifs licenciés à l'UNSS, à l'USEP, dans les fédérations, mais aussi au sein de l'INSEP et des CREPS, avait justement mis en évidence qu'ils consacraient en moyenne, les jeunes sportifs, 2 heures par jour sur les écrans, les réseaux sociaux, et 15% d'entre eux y consacraient même plus de 4 heures par jour. 80% utilisent les réseaux sociaux après 19 heures et 20% après 22 heures. On voit bien tout de suite l'impact potentiel sur le sommeil, mais sur la santé en général et même sur les performances sportives s'agissant de jeunes sportifs. Et quand 25% de ces mêmes jeunes nous disent qu'ils connaissent quelqu'un qui est victime ou qui a été victime de cyberviolence et de cyberharcèlement, en évoquant des insultes, des messages humiliants, des intimidations et même des menaces, eh bien on se dit qu'il y a un véritable danger et que nous devons aussi prendre en compte l'impact psychologique de cette addiction aux écrans. On peut dire finalement que cette addiction aux écrans et aux réseaux sociaux agit comme un peu comme une drogue dont il est très difficile de se passer et qui, au-delà des jeunes sportifs, concerne également les adultes, mais c'est un autre débat auquel nous ne répondrons pas aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire est donc bien d'identifier toutes les pistes qui peuvent permettre de remédier, je dirais, durablement à cette situation chez les sportifs, avec de nombreux exemples qui vont vous être donnés en termes de sensibilisation et de prévention. Je pense que nous sommes tous concernés, les parents, les enseignants, l'école, les encadrants dans les clubs, mais aussi l'État qui doit accompagner le mouvement sportif dans les actions engagées, qu'il s'agisse du ministère des Sports ici présent, du ministère de l'Éducation nationale ou même du ministère de la Santé. Avant de redonner la parole à Karine, je tiens à remercier le CNOSF et Véronique Morera, vice-présidente en charge de l'éducation au sein du CNOSF et présidente de l'USEP, ainsi que le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques avec Laurent Bonvalet, chargé en particulier de la prévention des violences, pour ouvrir ce webinaire avec moi. Merci également à Karine Dupuis, spécialiste en neurosciences et conférencière et qui animera ce webinaire. Merci enfin aux nouveaux intervenants de très grande qualité qui animeront ce webinaire et qui ont pu se libérer pour passer ces 2 heures avec nous. Ce webinaire est enregistré et fera l'objet d'une large diffusion sur les réseaux sociaux ainsi que d'un ouvrage qui complétera notre belle collection de livres consacrés aux valeurs du sport. Je vous remercie donc de votre attention, je ne serai pas plus long et souhaite que ce webinaire nous permette tous de progresser et de trouver des solutions au regard de cette situation de plus en plus préoccupante. Et je vous remercie de votre attention avant de redonner la parole à Véronique Morera qui va enchaîner. Voilà, Véronique Morera, c'est à vous. Vous êtes vice-présidente du CNOSF en charge de l'éducation. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite d'abord excuser la présidente du CNOSF qui aurait bien voulu participer à ce webinaire parce qu'elle est très attachée à la problématique de l'augmentation de la pratique sportive des jeunes et qui vient en contrepoids de la sédentarité due entre autres à l'addiction des écrans. Donc c'est une thématique qui nous occupe tous au CNOSF
surtout en matière d'éducation. Alors, je dis que la sédentarité est due, entre autres, à l'addiction des écrans, parce que on a pu constater quand même que il y avait aussi une augmentation de l'inactivité chez les jeunes qui sont dues souvent à un peu de motivation à pratiquer, qui sont dues aussi souvent à de l'obésité, une prise de poids importante qui nuit aussi à la pratique, qui sont dues aussi à la période des 11-17 ans, 14-17 ans, qui sont le moment du décrochage sportif de la part des adolescents. Donc, tout ça, bien évidemment, contribue à la sédentarité, mais tous ici présents, nous constatons et nous partageons le constat qu'il y a une augmentation de l'inactivité des enfants qui font que en quelques années, eh bien, les enfants ont perdu 40% de leur capacité cardiovasculaire, 17% des enfants sont en surpoids et 2/3 des 11-17 ans pratiquent moins d'1 heure d'activité physique par jour. Bien évidemment, ces données-là sont issues du rapport du professeur François Carré, hein, qui il n'y a pas très longtemps nous a fait part de ces constats-là. Donc, il y a vraiment un constat partagé du manque d'activité. Donc, les solutions, parce que avec le CNOSF, eh bien, on est là pour se poser la question comment nous allons augmenter l'activité des enfants et des jeunes. Donc, on se place dans une perspective d'héritage des Jeux olympiques et paralympiques pour augmenter l'activité physique des enfants et des jeunes, ce qui, par extension, doit limiter le temps d'écran. Les deux sont intimement liés. Donc, le CNOSF soutient la mise en place des 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les écoles, soutient les 2 heures de sport au collège qui sont menées à titre expérimental dans les collèges pour prolonger la journée par de l'activité physique et sportive. Et puis bien sûr, nous cherchons aussi des solutions par rapport aux publics sensibles. Les publics sensibles, ce sont ce que je disais tout à l'heure, les adolescents décrocheurs, les publics éloignés de la pratique et les étudiants. Nous avons renforcé nos offres de solutions en direction des étudiants parce qu'on s'aperçoit que finalement, sur les jeunes, hein, on a le début de la scolarité, c'est-à-dire maternelle, primaire, et puis la fin de la scolarité étudiant, qui sont les deux périodes les plus sensibles où il y a le moins d'activité physique et sportive. Et donc, dans les solutions, donc je l'ai dit, donc augmenter la pratique de la maternelle à l'université, donc en proposant à l'université qu'il y ait de l'EPS qui soit repositionné dans les cursus de formation universitaire, donc de l'EPS qui soit obligatoire. Après la quotité d'heures, on verra après, mais l'idée c'est de réintroduire dans les programmes des étudiants une plage horaire pour l'activité physique. Bien évidemment, comme on est CNOSF, on croit au fait que le sport et l'olympisme vont être vecteurs et outils d'apprentissage aussi pour les jeunes. Et puis pour pérenniser et aussi donner le goût de la pratique sportive tout au long de la journée, parce que on est convaincu que pour augmenter la pratique sportive de l'enfant, il faut l'augmenter sur tous les temps de l'enfant. Il faut tous s'y mettre, que ce soit l'école, les clubs, le temps périscolaire, la famille. C'est parce que tous on proposera de l'activité physique qu'on pourra l'augmenter. Et donc, on travaille beaucoup sur les passerelles entre école et club pour justement favoriser la continuité sportive de l'enfant et le parcours sportif de l'enfant tout au long de la journée. Et bien évidemment, le pass sport qu'on soutient pour aussi pérenniser cette capacité à aller vers le club. Voilà. Donc, peut-être juste dire que cette problématique est quand même bien complexe, parce que il ne s'agit pas non plus de diaboliser la gamification,
On sait que on s'adresse à des jeunes, c'est la nouvelle génération. Ils sont nés avec les écrans, ils sont nés avec tous ces dispositifs, les réseaux sociaux, etc. La gamification, qui est, si on le prend de son aspect ludique, peut être un levier aussi et un moteur de motivation pour la pratique. Donc voilà, c'est pour ça que cette problématique est primordiale et qu'elle est très peu traitée, et que la présidente et moi-même sommes heureux de participer à ce webinaire qui pour une fois pose une problématique qui est peut-être trop peu traitée. Donc je vous remercie déjà de cette initiative de webinaire. Merci à vous. Merci Madame Morera. Alors vous l'avez très justement dit, hein, bien évidemment, l'hyperconnexion avec en lien une perte des capacités physiques, mais également des fonctions cognitives. On va le voir, et aussi toutes les dérives, hein, parce que les jeunes sportifs sont également touchés par l'addiction aux écrans. Et là, on va parler aussi de cyberviolence, etc. Vous allez voir une soirée riche avec beaucoup de débats, et vous faites bien de le préciser, l'interdiction, la stigmatisation n'a jamais fait modifier les comportements. C'est pour ça que ce soir, on va réfléchir ensemble, concrètement parlant, comment on pourrait aussi pousser des actions innovantes et de prévention. Je vais laisser la parole à Laurent Bonvalet, la personne en charge du ministère des Sports. Vous êtes chargé de mission éthique du sport et prévention des violences et déploiement au niveau territorial. C'est à vous, Monsieur Bonvalet. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président du comité, merci à toute l'équipe. Je transmets les salutations de la directrice des sports et déléguée ministérielle en charge de la lutte contre les violences dans le sport, qui n'a pas pu être présente. Peut-être dans la continuité de l'intervention précédente, le sujet étant l'addiction aux écrans. Je crois qu'avant de parler d'addiction et des écrans, il faut d'abord le définir et notamment montrer aussi l'effet positif du monde sportif, qui est un monde aujourd'hui hyper connecté. Hein. Ce n'est pas que chez les jeunes, mais c'est aussi un outil de travail. C'est aussi un bienfait. Aujourd'hui, on a un accès plus important à l'information. Je pense à des informations sur des organisations de compétition, la prise de connaissance aussi sur des compétitions qu'on ignorait. Je pense aux Deaflympics, dont la communication est peut-être pas assez faite en dehors des circuits des réseaux sociaux. Je pense également à l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre d'un groupe entre un entraîneur et toute son équipe pour une facilité aussi d'organisation, de partage d'informations, d'encouragement aussi. Je pense également à l'inclusion pour les personnes sourdes et malentendantes ou personnes aphasiques qui souhaitent pratiquer le sport. L'usage des réseaux sociaux, c'est aussi un outil de connexion et donc d'inclusion. Les écrans, c'est quoi aussi? Ça a été abordé tout à l'heure. C'est pas que les réseaux sociaux, c'est aussi l'usage d'Internet. Donc l'accès à Internet, c'est aussi l'ouverture vers un champ de tous les possibles, découverte d'un certain nombre de sports qu'on ignorait, découverte de pratiques. Intérêt grandissant aussi pour s'améliorer dans sa propre discipline sportive en regardant un certain nombre de champions qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux ou aussi les fédérations qui communiquent via les réseaux sociaux sur leur offre de services entre guillemets, et aussi le gaming, ça a été abordé tout à l'heure. Beaucoup de fédérations sont en train de développer aussi tout un pan d'e-sport. Je pense que c'est très important aussi de se dire que c'est pas de la sédentarité puisqu'on en vient à un niveau compétitif. Donc le monde du sport a une hyperconnexion qui peut être très positive. Là, en revanche, et le terme d'addiction est bien celui-ci, ou de toxicologie aussi, ou de dérives, de pratiques abusives et déviantes, c'est aussi un espace où effectivement les jeunes en particulier sont les plus vulnérables et sont davantage exposés. C'est la raison pour laquelle, dès le lancement de la stratégie ministérielle de lutte contre les violences dans le sport depuis le 21 février 2020 par la ministre Roxana Maracineanu, stratégie poursuivie par notre ministre actuelle, Amélie Oudéa-Castéra, la question des écrans et de l'usage des réseaux sociaux et de l'éducation numérique est une partie intégrante du plan de prévention de lutte et de lutte contre les violences dans le sport. Tout à l'heure interviendra Philippe Cohen de Respect Zone, avec lequel on a conventionné pour intervenir auprès de nos jeunes dans les crêpes pour faire de la sensibilisation à l'usage des réseaux sociaux notamment.
et des dangers qui les guettent aussi sur les réseaux sociaux. On a conventionné avec l'association e-Enfance 3018 qui gère le numéro national de cyberharcèlement et qui intervient également pour promouvoir ce numéro dont l'affichage est pour le ministère fortement recommandé, si ce n'est obligatoire, au même titre que le 119. Donc à la rentrée sportive, nous souhaitons que toutes les structures sportives, que ce soit sur le site internet ou sur le bâti, qu'on ait l'affichage du 119, du 3018 et un autre outil de sensibilisation, le Réglosport, j'y viendrai tout à l'heure. De la même façon, donc voilà, on a développé ces partenariats sur l'éducation au numérique, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Et enfin, alerter aussi sur les dangers de l'exposition des jeunes à un espace qui est un manque de régulation aussi. L'usage des réseaux sociaux par un entraîneur, par exemple, qui est le modérateur du réseau social. Qui parmi nous ou qui parmi les jeunes qui sont sur un groupe de sportifs connaît le seuil d'âge à partir duquel on peut être sur un réseau social avec ou sans consentement des parents? Est-ce qu'on communique, nous, en tant qu'entraîneur, à un jeune sans que son parent soit informé? Voilà, première chose. Deuxième chose, la question d'Internet. Là, on touche un espace, je dirais, sociétal à part entière, sur lesquels les jeunes viennent chercher leur information, mais viennent aussi chercher leur éducation. Et notamment leur éducation, je pense notamment aux préadolescents et adolescents, toutes les questions liées à la sexualité, et vous aurez compris les dangers liés à l'exposition des jeunes à la pornographie. On travaille aussi avec la Direction générale de la cohésion sociale dans le cadre du plan de prévention qu'ils ont lancé sur les dangers liés à l'exposition des jeunes à la pornographie. Et c'est vrai que en deçà de 12 ans, par exemple, je crois que c'est 70% des jeunes qui ont déjà vu un film pornographique. Comment aujourd'hui nos jeunes, dans leur pratique quotidienne, intègrent du coup l'usage d'Internet et ce référentiel imposé par un monde dérégulé et un monde violent qu'est la pornographie et qui fausse le rapport aussi entre individus et le rapport à leur propre sexualité. Enfin, je dirais aussi que on parle d'une addiction aux écrans, donc d'une addiction à un monde virtuel qui est éminemment corporel. Tout à l'heure, on parlait de sédentarité, de gaming. La personne qui reste derrière son ordinateur ou derrière son téléphone portable, c'est un engagement physique qui est là. Il y a une identité virtuelle qui est aussi importante aujourd'hui que l'identité physique que l'on peut avoir. Et c'est important d'éduquer justement à la responsabilité numérique qu'on peut avoir dès son plus jeune âge, dès lors qu'on est sur un réseau social ou que son grand frère, sa grande sœur nous parle de tel ou tel réseau social. Être vigilant aussi sur le fait qu'il y ait beaucoup de plateformes qui émergent sur lesquelles on est vite dépassé. La prévention doit toujours s'adapter et accélérer et essayer d'anticiper les différentes déviances et les différents sites qui présenteraient des dangers pour nos enfants. Voilà. Et dire aussi que le monde virtuel est éminemment corporel parce que ça touche aussi le rapport à soi-même, à son image. Le monde sportif est éminemment corporel et l'image du sportif sur lui-même est très, très importante. Aujourd'hui, elle est indissociable de l'image qu'il a sur les réseaux sociaux aussi. La communauté des followers, la communauté des sponsors va regarder aussi ce qu'il publie sur les réseaux sociaux, ce que sa fédération va publier sur lui ou son club, etc. Et enfin, c'est que le corps aujourd'hui du sportif est aujourd'hui un objet de communication, voire un objet de désir. Le nombre de selfies de sportives ou de sportifs sur les réseaux sociaux, soit pendant la pratique sportive, mais aussi en dehors, pendant des soirées ou dans des situations plus intimes. Et c'est là les dangers qui les guettent, parce que il faut bien avoir conscience que ce qui est publié, on en est dépossédé. Et ça peut se retourner justement, et là est le danger, contre nos jeunes. Et c'est là où il faut absolument faire de la sensibilisation, de la prévention. Alors je terminerai par là parce que je sais que ça va donner lieu à des échanges très riches durant la table ronde et malheureusement je ne pourrai pas y assister, mais j'espère avoir fait le bon prélude en tout cas pour lancer les débats. Peut-être juste terminer par le Réglosport, qui est un outil, qui est une petite réglette, un thermomètre qui permet aux sportifs et à la sportive de mesurer son bien-être dans le sport.
Et vous voyez, c'est une réglette très simple à comprendre qui part du vert en passant au orange. Donc le vert, c'est je suis bien dans mon sport, j'ai du plaisir à faire mon sport et à être dans ma communauté sportive. Le orange, je suis plutôt, il y a des situations de malaise, mais j'arrive pas à identifier lesquelles. Donc là, le règle-sport permet de mettre des mots à un ressenti. Et la situation rouge, c'est des situations de danger. Quand bien même, soi-même, on y a consenti, mais la question pour nous n'est pas celle du consentement du jeune, c'est celle de la posture de l'éducateur, du professionnel du sport par rapport à ces jeunes, par rapport à l'éducation, la posture éducative qu'il doit avoir. Et notamment, dès le orange, est précisée la question de la pression qui est de plus en plus lourde par les réseaux sociaux, donc que ce soit par les entraîneurs via l'usage des réseaux sociaux que je précisais tout à l'heure, les coéquipiers aussi. On peut avoir aussi un phénomène de bizutage, de harcèlement, de bouc émissaire par les réseaux sociaux au sein d'une même équipe. Et c'est là où il est important d'avoir un modérateur, les followers, le sponsor, qui n'a pas été marqué par une jeune sportive dont le sponsor lui a demandé de retirer son maillot de bain parce qu'elle n'avait pas fait le nombre minimal de followers sur les réseaux sociaux 1 heure avant sa compétition. Donc, quel traumatisme ça peut entraîner aussi chez nos sportifs. Le chantage à la sélection, donc ça aussi c'est entre équipes, mais aussi ça peut être entre un entraîneur et l'athlète, et on voit déjà que ça peut être le lieu de beaucoup de dérives. Je terminerai mon intervention parce qu'elle m'a beaucoup marqué lors d'une intervention précédente où une maman m'a interpellé sur le fait que les réseaux sociaux, c'est vrai que les jeunes en sont très consommateurs, mais nous aussi, puisqu'on les regarde, nous aussi on publie. Et elle me disait également, mais que faites-vous pour l'éthique des sponsors, de la communauté des followers, et ça c'est un vrai sujet aussi, parce que, comme je le disais, cette communication autour du corps, autour de ses performances, entraîne une montée en pression pour être à la hauteur aussi des attendus, et à prendre peut-être des risques parfois extrêmes, notamment dans des sports extrêmes. Et le témoignage de la maman était que finalement, poussé par ses sponsors, son fils était décédé pour avoir fait une figure mortelle. Donc voilà, on parle aussi de ça dans le monde du sport, et c'est pourquoi c'est important de faire de l'éducation au numérique, de l'éducation à la vie affective et sexuelle et de l'éducation à la santé. C'est son temps derrière les écrans, Internet, le gaming et tout. C'est aussi un perturbateur du rythme de l'enfant, de son rythme physiologique et psychologique. Je vous remercie. Bonne soirée à tous et désolé si j'ai été trop long. Merci, Monsieur Bonvalet. Alors, je le précise, l'idée de cette soirée n'est pas de diaboliser les écrans. Hein, on l'a vu en préambule de cette réunion. Bien évidemment, on va parler, les écrans peuvent être des vrais outils aussi par rapport à la prévention en santé, hein, mais également dans la performance sportive. Mais on va aborder tout ça lors de la table ronde. Alors ce soir, je vais donc présenter nos différents intervenants de cette très belle table ronde. Alors nous aurons le professeur Amine Benyamina, Amine Benyamina, président d'Addicted et président de la Fédération française d'addictologie. Nous aurons également le docteur Charles Mercier-Guyon, qui est aujourd'hui médecin fédéral national de l'UNSS. On aura également au sein de cette table ronde Philippe Cohen, qui est président fondateur de Respect Zone. Monsieur Bonvalet en a parlé tout à l'heure. On va voir effectivement les différentes actions de Respect Zone. Et puis Serge Tisseron, qui est psychiatre et docteur en psychologie HDR et créateur des balises 36912. Et on va enchaîner tout de suite. Alors, j'ai envie de commencer bien évidemment par le professeur Amine Benyamina. On en parle, les addictions. Mais finalement, de quoi parle-t-on? Tout le monde dit il y a des livres qui sortent, même tous addicts. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement l'addiction, la conduite addictive? Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage là-dessus? Merci beaucoup. Je voulais remercier le comité du Fair Play, Karine Dupuis, pour son invitation, son assistance amicale à rassembler ce panel, parce que je pense que c'est pas simple. Bravo, Karine. Je retrouve tes qualités que j'ai connues d'antan lorsque tu étais évidemment
entièrement dans les neurosciences et c'est toujours un plaisir, évidemment, de travailler avec toi. Je remercie évidemment les organisateurs d'abord organisé ce webinaire et surtout d'avoir choisi la thématique des addictions qui n'est pas toujours vendable, c'est faut le dire, mais qui est tellement importante et qui a à la fois un pied sur la science, sur la médecine, sur la santé, mais aussi un pied sur la société. Tu l'as un peu sous-entendu, mais évidemment, là, si on s'occupe d'addiction, l'addiction s'occupe de nous. C'est souvent comme ça que j'ai l'occasion de le dire à mes étudiants et au niveau de la fac où j'exerce à Paris-Saclay. Alors, c'est vrai que il y a un petit problème avec cette notion d'addiction parce que on oublie qu'il s'agit d'une souffrance, d'une pathologie qui est définie avec un cadre précis et que on a marketé finalement la notion d'addiction et on est sorti finalement du périmètre de la pathologie, de la nosologie, de la nosographie pour être tout à fait précis, pour laisser sous-entendre que c'est bien d'être, moi je suis addict au travail, je suis addict à ceci, je suis addict à cela. Un des éléments sur lequel il faut être insisté, c'est que l'addiction est une souffrance. C'est une pathologie qui entraîne des dommages, pour la personne, pour son environnement et des conséquences sur la personne physique. Si je prends l'exemple par exemple de l'alcool ou des drogues, on le sait, on voit parfaitement, ou du tabac, que tout le monde connaît. Des souffrances sur la personne psychologique. Assez souvent, pour ne pas dire de manière quasi systématique, les addictions sont associées à des pathologies psychologiques, psychiatriques, notamment l'anxiété, la dépression, mais pas que, on verra autre chose. Et puis, de la souffrance sur l'environnement, parce que les conséquences de l'addiction s'expriment et s'exercent, évidemment, d'abord et avant tout sur l'environnement familial, personnel, amical, mais aussi professionnel et social. L'addiction coûte cher. L'addiction coûte cher à la société. C'est un fardeau important. C'est des milliards d'euros, évidemment, à la fois sur la personne elle-même, mais aussi sur ce qu'elle aurait pu amener comme richesse pour la société. Et puis, la manière aussi avec laquelle on la soigne, et parce que c'est une véritable maladie. Alors, je vais vous définir rapidement ce que l'école nord-américaine appelle l'addiction, mais je vous donne cette définition parce que ça a permis un peu d'unifier la manière avec laquelle on aborde, notamment en matière de sémiologie de clinique, mais aussi en matière de discussion sur la recherche et sur la manière de communiquer entre chercheurs. L'école nord-américaine, notamment le NIDA, le National Institute of Drug Abuse, définit, mais je vais m'écarter très vite pour l'enrichir et finalement la rendre un peu plus audible. L'addiction, c'est une affection cérébrale chronique, récidivante, caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogue, malgré la connaissance de ses conséquences nocives. Alors évidemment, assez rapidement, je vous dis qu'il ne s'agit pas que de drogue, puisqu'il y a aussi les comportements, puisqu'on parle d'écran. Et puis ce qui est intéressant dans cette définition, c'est malgré la connaissance, les conséquences nocives. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on confond finalement la maladie avec un vice. Alors, on n'y est plus, mais il reste quand même quelques réflexes qui font penser finalement l'addiction pour une pathologie de la volonté, une forme de psychopathie au sens où on agresse la société et que finalement la société doit se défendre finalement en incarcérant de manière autoritaire un certain nombre de personnes. Force est de constater, on a maintenant un substratum anatomique et neurophysiologique et neurobiologique qui nous explique qu'il y a ce qu'on appelle un substratum neurobiologique commun, à la fois sur la prise des drogues et en même temps sur les comportements qui sont identifiés avec des cibles anatomiques et neurologiques et neurobiologiques claires qui ont fait l'objet évidemment, notamment d'expérimentations à la fois sur la clinique, mais aussi sur la génétique, l'imagerie, et qu'il y a des zones cibles, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui ont été identifiées comme étant dysfonctionnelles chez les personnes addictes. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et oui. Amine, oui, comment on sait là je me mets à la place de quelqu'un qui découvre totalement ce concept de conduite addictive. Comment on sait qu'on dépasse cette ligne rouge? Comment on peut savoir que quelqu'un de notre entourage est en train de dépasser cette ligne rouge et par rapport aux écrans justement? Bien sûr. Alors j'y viens. Et donc ce concept de neurobiologique ne suffit pas. C'est aussi des éléments qui viennent enrichir et proposer sur le plan de l'environnement. Un pays dans lequel vous n'avez pas d'alcool, vous aurez beaucoup de difficultés alcooliques. Un pays qui n'offre pas finalement des drogues ou bien qui ne propose pas un système dans lequel vous risquez d'être addict, vous ne le serez pas. Je prends un exemple. On a dérégulé le jeu en ligne en 2008-2009. Évidemment, on a explosé le nombre d'addicts au jeu en ligne. Donc, quand il n'y a pas d'offre, il y a moins de sélection.
Donc, il y a ça. Et puis, il y a des vulnérabilités psychologiques et psychiatriques. Notamment, par exemple, on a un certain nombre de traits de caractère, notamment des chercheurs de sensations, des personnes qui ont un faible évitement du danger, ou bien on a par moment dans son parcours personnel des formes d'anxiété ou de dépression, et on a une forme d'auto-soulagement par le recours aux drogues et au comportement. Là, tu vois, Karine, je donne un substratum. Alors, comment arrive-t-on à définir une personne qui consomme d'une personne qui devient finalement assuette à la consommation? Alors, il y a un élément central, c'est la perte du contrôle. Il faut l'avoir en tête. Quand on perd le contrôle, autant devant une drogue que devant le comportement, malgré des tentatives infructueuses de contrôler, on est probablement dans l'addiction. Mais pas que. Il n'y a pas que ça. Lorsqu'on a des dommages qui s'installent, notamment des dommages dans la vie de tous les jours, on a probablement un élément qui vient nous rappeler l'addiction. Ce qui n'est pas une addiction, ce que l'on doit éviter d'avoir en tête, et c'est un réflexe tout à fait normal et compréhensible, c'est quelle quantité définit l'addiction. Et ça, c'est un réflexe qui est faux. Parce que souvent, quand dans mon cabinet ou bien lorsque je vois des parents arriver, ils me disent « Mon fils est pendant des heures et des heures sur l'ordinateur, est-ce qu'il est addict ?» Je bois une bouteille de vin tous les soirs, est-ce que je suis addict? Évidemment, c'est un élément qui pèse, mais la définition simplement par la quantité et ce qu'on appelle l'apport produit n'est pas suffisant pour définir une addiction. Une addiction est une écologie dans laquelle on est centralement, on a perdu la capacité de contrôle. Et deuxième élément, c'est la liberté de s'abstenir qui est également mise en jeu. C'est tout ça qui est important à mettre en avant. Et ensuite, on a les dommages. On confond les dommages avec la perte. Les dommages, c'est quoi? Je suis alcoolique, je suis cirrhotique. Les dommages, j'ai des mauvais résultats à l'école. Les dommages, je laisse tomber mes plaisirs avec mes copains pour être derrière l'écran. Je ne dors pas et je suis dans les jeux en ligne. Je ne dors pas et je sors mon téléphone alors que je n'ai pas le droit de le sortir. Je prends le volant alors que je suis alcoolisé. Ce sont ces dommages-là et ces conduites à risque qui permettent finalement de bien définir cette notion. Pour résumer, finalement, hein, le fait de se dire, finalement, mon enfant est connecté X heures par jour sur les écrans, n'est pas en soi, de ce que nous explique le professeur Amine Benyamina, en lien avec une conduite addictive. C'est vraiment la perte de contrôle et les conséquences. Est-ce que à l'époque, on disait tout tourne autour de ça finalement? Il ne peut pas s'empêcher d'aller sur l'écran et il y a une rupture aussi du lien social, ça j'imagine. Vous mettez les mots que vous souhaitez parce que, vous savez, lorsque les parents viennent voir un addictologue, et qui plus est dans un service hospitalo-universitaire, c'est qu'il a fait tout le process, il a essayé de gérer avec l'enfant, il est allé voir le médecin de ville, du moins c'est ce qu'on leur propose, le médecin de famille, il en a parlé, ils ont sévi, ils l'ont puni, ils sont allés voir un peu plus loin et puis à un moment donné, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a une force un peu plus forte que lui, qui prend possession finalement de sa volonté et avec des conflits ouverts. C'est tout ça qui très clairement est un élément sur lequel on assoit aussi notre possibilité de poser le diagnostic. Et ensuite, on a ce qui n'est évidemment pas d'actualité ce soir, on a des éléments très codifiés avec des tests, des échelles qui ont simplement pour but de confirmer ou bien d'uniformiser finalement l'approche. Et sur les écrans, on a évidemment un certain nombre d'éléments. Sur les écrans, ce qu'il faut avoir en tête, évidemment, cette consommation effrénée de l'écran. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on a très souvent des comorbidités psychiatriques ou psychologiques à repérer. De la dépression. On a aussi un élément intéressant. Il y a une grande comorbidité. Je ne rentrerai pas sur les. Si vous souhaitez, je vous donne des références sur les études. On a beaucoup de TDAH qui ont été retrouvés, troubles de déficit de l'attention, notamment sur ce type de profil. On a aussi les éléments importants, il y a des conséquences importantes, les conséquences cognitives, les retards langagiers en fonction de l'âge. On a des éléments de cette nature qui ont été repérés, qui ont été montrés. Il y a des recommandations des sociétés étrangères et françaises, dans la Société américaine de pédiatrie qui donne quelques éléments, les sociétés canadiennes, et puis on a des recommandations françaises, notamment celles qu'avait préconisé Serge Tisseron. Évidemment, je lui laisserai la primeur de parler de ces recommandations sur les écrans, mais si on fait l'écart sur les addictions comportementales et sur les écrans,
on a à la fois l'addiction au produit, c'est-à-dire le produit écran, mais aussi au contenu. Un certain nombre d'éléments qui nous aiguillent aussi sur aussi la place aussi de la société sur les produits addictogènes et tout l'enjeu de la régulation. Ouais. Ben, en tout cas, merci Amine. On va revenir. Hein. D'accord. N'hésitez pas à poser vos questions au professeur Amine Benyamina, mais aux autres intervenants de la table ronde. Merci Amine pour cet éclairage. On va enchaîner tout de suite avec le docteur Charles Mercier-Guyon. Vous êtes médecin fédéral national à l'UNSS. On va voir un exemple concret par rapport à une mesure, notamment dans une équipe de hockey. C'est ce qu'on a vu en préparation de ce webinaire. Mais avant toute chose, vouliez nous apporter, avant de reparler concrètement, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse équipe de hockey, la limitation du temps d'écran, on voulait nous reparler des capacités de réserve. Monsieur Mercier-Guyon, c'est à vous. Oui, alors un premier point, le sujet dont on parle ce soir est extrêmement complexe et malheureusement, comme souvent, il y a des amalgames ou des comparaisons qui sont justifiées, mais d'autres qui ne le sont pas du tout. Je pense que nous sommes face à un nouveau phénomène que nous, adultes, n'arrivons pas vraiment à gérer. J'ai babysité la semaine dernière mes petits-enfants, 5 et 2 ans et demi, qui avaient interdiction sur ma demande de se servir des tablettes pendant le repas et qui pouvaient reprendre après, mais les parents m'expliquaient que pour eux, c'était une façon d'être tranquille et de pouvoir souffler un peu. On a un encouragement des parents à la connexion qui est à prendre en compte. Nous sommes peut-être plus coupables que ces chers petits qui découvrent un monde qu'on n'a pas connu, de normalité des réseaux, des tablettes, des connexions qu'on n'avait pas, nous. Deuxième point, tout le monde ne devient pas dépendant, mais la dépendance, c'est quand même la rencontre entre un besoin et une façon de le satisfaire qui peut être adaptée ou non. Je m'ennuie chez moi. Si je sors jouer au foot dans la cour avec mes copains, tout le monde va trouver ça très bien. Je me souviens de ces jours au Brésil où je regardais les jeunes s'amuser. Il n'était pas question d'aller sur des tablettes. Et puis, on en a d'autres qui n'ont pas cette envie et qui vont aller vers ce qui les soulage. Il y a des souffrances, comme cela a été dit à l'instant, il y a des souffrances que les gens vont compenser comme ça. Mais je ne vais pas m'étendre davantage parce que je suis effrayé du nombre de bêtises qui sont dites depuis une 8aine de jours dans le domaine de l'addiction et dans le domaine mélangé de la cocaïne, des comportements personnels, etc. On voit ressortir les plus grandes stupidités que j'ai connues il y a 30 ans, quand j'avais présenté devant l'Académie de médecine le problème de la drogue au volant et on m'avait dit qu'il ne fallait pas occulter la réalité de l'alcool au volant par d'hypothétiques réflexions sur les effets très minoritaires des drogues. Ça donne une idée des débats. Je viens dans mon domaine. Sur le sport, en s'adressant à des joueurs de hockey jeunes, de classe à horaires aménagés, qui sont motivés, qui associent à la fois des bons résultats scolaires et des bons résultats sportifs, j'avais constaté effectivement avec un de leurs entraîneurs très motivés qu'ils avaient la connexion quasiment permanente. Et on a soulevé l'hypothèse, et je crois beaucoup à l'expérimental, j'ai passé toute ma vie autour d'études avant de commencer à monter des théories, on s'est aperçu que, en leur demandant de se déconnecter les 3 heures qui précédaient un entraînement de hockey, eh bien, ils se trouvaient eux-mêmes rapidement mieux dans leur performance. Il y a un des tests, un des entraînements qu'on fait qui consiste tout simplement à poser des palets sur la glace en face du gardien qui est dans sa cage et à tirer tous les palets en mettant le maximum possible dans la cage. C'est un test qui est extrêmement simple et reproductible, idéal pour une étude expérimentale. Eh bien, ceux qui étaient déconnectés pendant les 3 heures précédant l'entraînement nous disaient « je suis vachement mieux qu'hier ou qu'avant-hier ou que la semaine dernière ». Et quand on constate cela comme réflexion de leur part, c'est doublement intéressant. Premièrement, ça va dans le sens d'une démonstration et croyez bien que je vais tout faire pour qu'on puisse monter quelques études expérimentales dans ce genre parce qu'elles sont intéressantes pour démontrer, mais elles sont intéressantes aussi pour motiver entraîneurs et joueurs à ces problématiques. Eh bien, quand eux-mêmes nous disent « Ah ben, depuis, j'ai calmé la tablette avant les entraînements », on a déjà fait un grand pas en avant. Et j'en viens au deuxième point que vous m'avez demandé d'aborder ou que je vous ai proposé, peu importe, la notion de capacité de réserve.
pourquoi est-ce que quelqu'un d'alcoolisé, sous médicaments, sous cannabis, peut prendre la voiture et faire une dizaine de kilomètres avant d'avoir son accident? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 3 jours, et on se souvient des accidents mis en évidence chez les médecins de garde de nuit qui avaient un taux d'accidentologie plus élevé, et on disait qu'une garde de nuit correspondait à 0,80 d'alcoolémie. Quand quelqu'un va démarrer, il est capable de concentrer ses facultés résiduelles d'attention sur quelques tâches essentielles au détriment d'une gestion éventuelle d'événements imprévus. Et je prends un exemple très simple, la voiture. On va prendre la voiture, on n'a pas dormi, on est crevé, ou on a des tranquillisants, on est alcoolisé, ou tout ce qu'on veut. On va être capable de garder la trajectoire à peu près, la vitesse à peu près, mais s'il y a quelque chose qui traverse, qui est imprévu, qui arrive devant, on a une absence totale de réaction. Des études avaient été faites à Montlhéry, montrant que chez des gens fatigués, quand on mettait une situation imprévue, ceux qui étaient fatigués ne réagissaient absolument pas. Et pourquoi est-ce qu'ils pouvaient tenir 10 minutes? C'est parce qu'ils étaient capables de mobiliser ce qu'on appelle cette capacité de réserve qui a été mise en place comme concept principalement par mon maître, le général Kroc, et qui montre qu'on peut mobiliser quelques ressources un moment. Si on a un état de fatigue avant, cette capacité de réserve sera d'autant plus restreinte. Je reviens sur le hockey. Un jeune qui a passé son après-midi à jouer sur sa tablette, à être dans les réseaux, à être connecté. Il va arriver, il aura épuisé une partie de ses facultés mentales de concentration et d'adaptation à des stimuli imprévus. S'il est en forme et qu'il n'a pas trop joué l'après-midi, il sera nettement meilleur. Donc, quand on voit qu'on n'a pas que l'hyperconnexion, on a un problème qui n'a pas été évoqué mais qui colle derrière pas loin, le manque de sommeil. Les jeunes ne dorment pas suffisamment pour la plupart, et quand on fait dans les centres médico-sportifs comme celui que je dirigeais à Annecy, qu'on fait des évaluations des heures de sommeil, on est très souvent en insuffisance. Donc, je ne rentre pas sur le jeu de l'addiction, il y a de très bons spécialistes dans cette table ronde, je connais le sujet, mais c'est pas pour ça que je suis là. Je parle simplement de la perturbation du fonctionnement mental pour les apprentissages, la réalisation de tâches complexes, quand on a bouffé une partie de ses réserves attentionnelles les heures précédentes, ou même que c'est quasiment permanent, en rajoutant bien entendu également la problématique sommeil qui intervient. Voilà ce que je pouvais dire d'une manière assez concise. Merci monsieur Mercier Guillon. Alors c'est vrai que vous l'avez vu, hein, c'est toute la difficulté au regard de cette thématique et d'addiction aux écrans chez les jeunes sportifs. Encore une fois, ne diabolisons pas les écrans. On le sait, les écrans servent aussi pour améliorer les performances sportives, mais vous voyez aussi, au regard de ce qui vient d'être dit, comment aussi les écrans impactent de façon aussi délétère quand il y a aussi un mauvais usage. Je pense qu'il faut aussi rebondir un peu là-dessus, un mauvais usage qui va amener bien évidemment à des baisses de performance. En tout cas, là, en l'occurrence, c'était ça que vous étiez en train de nous dire sur ces jeunes hockeyeurs, et on le voit aussi. Alors pour intervenir moi aussi dans les écoles, on le sait aujourd'hui, les mécanismes attentionnels sont mis à mal en grande partie au regard de ça. Encore une fois, la semaine dernière, j'étais dans une école maternelle et je peux vous dire que j'ai détecté un enfant qui clairement était hyper connecté sûrement dès la maternelle. Oui, ça vous semble peut-être hallucinant, mais il y a des enfants aujourd'hui en maternelle qui passent énormément de temps sur les écrans. Et cet enfant était tout simplement complètement, c'était impossible de capter son attention. Et quid, parce que derrière, c'est les capacités de c'est la mémorisation qui est derrière. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué à aborder. Ça va dépendre de l'angle sous lequel on le voit. Encore une fois, l'idée est de pas diaboliser. Véronique Morera l'a dit, dans le e-sport, bien évidemment, pour avoir été en contact avec des équipes de e-sport, il faut savoir, et je le dis dans les écoles, les équipes de e-sport ne sont pas ultra connectés toute la journée. Ils sont aujourd'hui encadrés par des anciens sportifs de haut niveau par rapport à la pratique d'activité physique. Donc, l'idée n'est pas de diaboliser, mais d'y voir juste dans quelque chose qui soit tout simplement régulé et
et qui n'impactent pas derrière tout simplement les capacités cognitives et les performances de nos jeunes sportifs. Là, en l'occurrence, c'était ça qu'on était en train d'aborder. On va enchaîner tout de suite la table ronde avec Philippe Cohen. Vous êtes président fondateur de Respect Zone. On va parler de qu'est-ce que Respect Zone et au regard de tout ce qui vient d'être dit, voilà, parce que c'est bien de faire le constat des choses, mais en termes d'action de prévention et d'innovation, comment on pourrait finalement agir de façon un peu efficiente au regard de tout ce qui vient d'être dit. C'est à vous, Philippe Cohen. Merci à la Fédération de nous avoir aujourd'hui réunis parce que c'est une discussion qu'il faut avoir, surtout dans le secteur sportif. Et il y a effectivement, comme cela a été très bien dit, beaucoup une addiction aux médias en ce moment, à la thématique de l'addiction, avec l'affaire Palmade en particulier. Et on ne peut pas ouvrir une chaîne d'information sans qu'il y ait en boucle des propos sur des addictions. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre un sens à ces troubles et voir comment est-ce que sur les réseaux sociaux, avec les écrans, comment est-ce qu'on peut apprivoiser l'écran et non pas en faire un objet un objet ennemi ou un objet de totem. Et c'est notre travail au sein de l'association Respect Zone que de trouver un mode de cohabitation entre l'enfant et les jeunes adultes et les parents et les entraîneurs et les encadrants et l'écran et les écrans. Et je parlerai aussi ensuite d'une étude que nous venons de sortir sur les écrans qui arrivent et qui sont des écrans de demain et qui ont sollicité beaucoup d'experts, dont M. Serge Tisseron ici présent, et qui s'intéressent aux écrans immersifs. Vous avez parlé du e-sport, de la capacité aussi de pouvoir faire des entraînements avec des technologies immersives, c'est-à-dire que l'addiction, si addiction forte il y a aujourd'hui, elle n'est rien par rapport à celle qu'elle pourra être dans un monde immersif. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire des préconisations sur comment est-ce qu'on rend le Web 3 qui arrive avec le métaverse activé par de l'intelligence artificielle, le rendre respirable, humain et empreint de respect entre les usagers. Donc comment on peut sensibiliser justement au regard de, on sait, on vit avec les écrans, on vit, on respire écran entre guillemets, et ce soir on est encore un bel exemple, mais comment on peut faire concrètement de la sensibilisation au regard de tout ce qui vient d'être dit? Alors, très très bonne question. Et d'ailleurs, je rebondis aussi sur ce qui a été dit par Laurent Bonvalet, avec qui nous travaillons depuis 4 ans maintenant au ministère des Sports et qui a rappelé notre partenariat qui avait commencé avec des formations dans les CREPS avec les jeunes talents sportifs pour former non seulement les jeunes, mais également les entraîneurs et les formateurs. Donc, ce qui aujourd'hui, et puis en plus, c'était une période un petit peu particulière puisqu'on a été actif sur ce partenariat en plein milieu de la pandémie. Et dans le secteur sportif, c'est vrai que par définition, être confronté à l'écran d'une manière anormale dans le contexte de la pandémie a été aussi une difficulté parce que ni les jeunes talents, ni les licenciés des fédérations, ni et encore moins les formateurs et les entraîneurs n'étaient habitués à être confrontés à autant de temps d'écran. Donc il y avait une difficulté particulière dans notre secteur, qui est le secteur sportif, à s'accommoder d'un moment où violemment on était confronté à son écran. Je pense en particulier au moment des confinement, avec une frustration de ne pas pouvoir pratiquer son sport préféré. On n'a pas parlé aussi des paris sportifs qui créent une forme d'une addiction, non pas seulement chez les praticiens du sport, mais chez les parieurs du sport, et qui déclenchent aussi des phénomènes de haine et de violence. Alors, ce n'est pas le sujet central de cette table ronde, mais je crois qu'il faut le dire, qu'il y a aussi à la périphérie
de l'étude de la manière dont on prévient les addictions, aussi les effets de bord qui sont liés à la pratique difficile à gérer en termes d'écran et de cyberviolence liées aux conséquences des paris sportifs et du fait, ce qui a été dit au début d'ailleurs, lorsque ça a été dit que les athlètes étaient aussi des porteurs étendards sur leur corps, avec les selfies en particulier, d'une fragilité liée à leur image, parce que l'image dans le monde du sport est particulièrement importante, surtout si elle est mal gérée, en tout cas en termes de formation. Alors pour parler positif, puisque Respect Zone sont des outils positifs de prévention de toutes les cyberviolences, que ce soit du cyberharcèlement, de la cyberhaine, de la cyberdiscrimination, des cyberinfox, donc des fake news, et à la marge, un sujet encore plus délicat, c'est ce qu'on appelle les cyberradicalisations, c'est-à-dire le fait de faire de l'apologie du terrorisme via les réseaux sociaux ou de se radicaliser, ce qui a, je vous le rappelle quand même, causé la mort de à peu près 320 personnes depuis 5 ans en France liées à la radicalisation qui peut intervenir aussi, et c'est un phénomène qui est lié à l'étude du fait religieux, en secteur sportif. Alors, comment est-ce que Respect Zone opère, outre le partenariat que nous réalisons avec le ministère depuis un peu plus de 2 ans maintenant, j'avais dit 4 ans, mais c'est plutôt 2 ans, et que l'on pratique aussi et que l'on exerce en ce moment même, d'ailleurs, dans des régions de France comme la Normandie, avec un programme de formation. Donc, il y a effectivement la sensibilisation des jeunes licenciés dans les fédérations et dans les centres sportifs pour essayer de les éduquer et en tout cas de les sensibiliser avec des exercices toujours interactifs au danger des écrans et des addictions liées aux écrans et qui ont été excellemment bien décrites par le docteur Benyamina notamment. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'au-delà même de venir faire une formation ou de rappeler les numéros d'urgence, comme ça a été dit, c'est d'avoir un impact sur l'espace qui est souvent confiné, qui peut être le vestiaire, qui peut être le stade, qui peut être le centre d'entraînement, qui peut être la piscine, qui peut être le lieu de la compétition également, et d'encourager une possibilité de marquer l'espace à la fois numérique et l'espace physique comme étant un lieu avec un corps de règles. Je crois que le mot règle et le mot cadre a été prononcé dans les interventions précédentes. Et notre travail dans l'association que j'ai fondée depuis 8 ans et qui travaille dans le secteur scolaire, dans l'entreprise, dans le secteur associatif et notamment sportif, c'est de pouvoir travailler sur comment est-ce qu'on télécharge du fair play, comment est-ce qu'on télécharge du respect dans les destinations numériques qui sont en général absentes de règles de modération, par exemple, ou absentes de règles tout court sur ce qu'il est humain, respectueux, juridiquement licite. On essaye aussi, puisque nous sommes dans le domaine sportif et dans le domaine où la compétition est un point important, dans l'addiction et la compétition, il y a quand même des zones de similitude, c'est de pouvoir travailler sur la notion de gamification dans la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu depuis l'origine que vouloir imposer une règle, qui est la règle des adultes vis-à-vis du groupe des mineurs, ça fonctionne très mal, surtout lorsque l'on parle du monde numérique, qui est un monde par définition qui en appelle à la permissivité. Internet est un domaine d'ouverture, un domaine où les sanctions sont quasiment inexistantes. Et lorsque l'on parle pour l'éducation aux outils vis-à-vis des usages, comment est-ce qu'on règle sa consommation, comment est-ce qu'on règle la gestion de sa propre image sur TikTok, sur Discord, sur Snapchat, sur Facebook, sur Instagram, etc. Ce sont des réglages qui se font, mais qui doivent l'être d'une manière consentie, intelligente, et l'imposition fonctionne très mal.
Et c'est en cela qu'on travaille avec notre équipe, et il y a un membre de l'équipe qui nous écoute dans les auditeurs aujourd'hui, Laura Blumos, et qui travaille avec l'équipe des interventions locales dans les centres France entière et ultramarins d'ailleurs, sur des approches de gamification. Et je vais en finir ici avec notre et travail. concrètement parlant, quand voilà, moi je me mets à la place des gens là qui nous écoutent. Voilà, il y a pas mal de fédérations qui sont connectées, de représentants de fédérations, de clubs sportifs, de ligues, de comités départementaux. Concrètement parlant, comment, alors vous l'avez dit, c'est la course aussi pour les sportifs de haut niveau, par exemple aux followers, il peut y avoir des dérives, mais aussi pour les jeunes, hein, notamment des jeunes qui sont peut-être pas encore, qui n'ont pas encore la maturité aussi par rapport à certaines dérives. Concrètement parlant, voilà, si on est éducateur sportif ou dans une... Je vais prendre deux actions pour être extrêmement concret. Vous avez raison, Karine, d'en appeler à la notion de concret. Premier exemple de nos actions, outre cette labellisation avec ce logo qui correspond à une charte très simple, c'est qu'on demande au groupe de licenciés, de praticiens du sport et de talents sportifs d'aller continuer la charte qui est déjà écrite en forme de squelette et de se l'approprier. C'est-à-dire dire, il y a des règles du jeu. Dans n'importe quel sport, n'importe quelle discipline, il y a des règles. Il y a des règles qui peuvent même être d'ailleurs extrêmement complexes. Il y a en plus des règles éthiques, des règles de comportement, mais il y a surtout des règles du jeu. Et là, on dit que sur l'usage des réseaux sociaux, il y a des règles de respect où je me respecte, mais je respecte l'autre, y compris dans sa consommation. Et ce sont des règles, notre charte, qui fait 4 paragraphes, et qu'on demande d'être co-construite avec le groupe constitué dans telle ou telle discipline ou fédération, d'être continue avec les mots de la discipline sportive correspondante, les mots du scoring sportif correspondant, pour que ce soit une intégration et pas une imposition, et ensuite de signer la charte. Et lorsque l'on enfreint la charte du comportement du respectueux numérique, c'est beaucoup plus facile d'aller expliquer aux jeunes sportifs pourquoi est-ce qu'il y a un sujet sur l'infraction vis-à-vis de la charte, puisqu'il l'a coécrite et qu'il l'a signée, y compris son entraîneur et ses parents également, puisque si on parle de mineurs, c'est important que les parents aient un rôle aussi. Deuxième exemple, et j'en finirai là, c'est qu'on propose des respect duels, c'est-à-dire des concours de cyberéloquence, ce qui est une forme de sport, comme en escrime, où on va donner une chance au groupe dans la manière dont on va essayer de les éduquer à travailler sur la gestion de leurs propos, de leur modération et de leur image sur les réseaux sociaux, de faire des concours sur comment est-ce que l'on convainc avec humour, dans le cadre de la charte du respect, sur n'importe quel thème, y compris des thèmes clivants, pour injecter la notion du respect dans les échanges sur les réseaux sociaux. Vous voulez des exemples précis? Donc, labellisation, respect duel et co-construction d'une charte. En fait, on fait les règles du jeu avec les jeunes sportifs, on les fait ensemble et comme ça, elles sont acceptables par la communauté sportive. Et du coup, alors, si je reprends un peu vos propos, ce qui est intéressant dans ce qu'on dit là depuis le début, c'est, on l'a dit, on ne va pas diaboliser les écrans. Deux, c'est de dire comment on va pouvoir agir de façon par rapport à la prévention. Alors là, on est sur la thématique de cyberviolence, d'accord, et toutes les dérives inhérentes à l'Internet. C'est de se dire finalement, comme pour tout, c'est qu'au niveau comportemental, on va essayer de responsabiliser l'individu, quelque part, pour, encore une fois, on n'est pas là pour juger, pour stigmatiser, mais de par une responsabilisation individuelle. Si je comprends bien vos propos, vous me dites si je me trompe, on va essayer d'aller chercher une responsabilisation collective qui va peut-être aussi amener des fois des modifications. Et Karine, moi je dirais un point en plus, c'est qu'on va donner un moment de parole, un moment de catharsis, un moment où la parole du jeune va pouvoir être audible dans le cadre de nos formations. On demande quel est votre ressenti sur l'écran. En fait, c'est une question qu'on pose très peu. C'est-à-dire, comment est-ce que ça se passe avec l'écran?
lorsque vous êtes en pause, lorsque vous êtes chez vous, ou lorsque vous êtes en train de communiquer dans un groupe WhatsApp, où ça peut très très mal se passer d'ailleurs. Et donc ce moment d'écoute qui n'existe pas, parce que c'est très compliqué pour un parent ou pour un entraîneur, parce que tout de suite on va dire non mais ça relève de ma vie privée. C'est un groupe WhatsApp entre collègues sportifs. En fait, on demande d'aller mettre un peu de verbe et de parole là où il n'y a pas de verbe, parce qu'il y a une difficulté technologique. Vous savez que même entre une génération, entre quelqu'un qui a 13 ans, quelqu'un qui a 15 ans et quelqu'un qui a 17 ans, ils ne seront pas sur les mêmes réseaux sociaux. Donc, ils n'auront pas les mêmes difficultés. Et notre travail avec nos formateurs, c'est de pouvoir mettre une parole et une remédiation vis-à-vis de ces points. Et on le fait aussi avec la direction et les encadrants. Parce qu'il y a aussi un gros besoin dont on n'a pas assez parlé vis-à-vis des fédérations, des clubs de supporters, qui eux-mêmes sont désemparés, comme les parents d'ailleurs. Et oui, désemparés parce que dans le sens où ça va très très vite aussi au regard de certains comportements aussi qui peuvent être partagés très très vite par WhatsApp, par les réseaux sociaux et avec des jeunes. Encore une fois, je le redis, on en reparlera avec Amine tout à l'heure, qui n'ont pas la maturité émotionnelle pour encaisser tout ça. Et c'est comment, en tout cas, un très bel exemple avec Respect Zone, comment on peut mettre quelque part l'individu comme ambassadeur et quelque part un garant, tout simplement, un protecteur de cet écosystème qui est vraiment par moment, faut le dire aussi, il y a des dérives voilà, très très avec des conséquences vraiment très très importantes et très délétères pour les jeunes. Merci en tout cas Philippe Cohen. On va laisser la parole à Serge Tisseron. Serge Tisseron, vous êtes psychiatre, docteur en psychologie HDR, créateur des balises 3, 6, 9, 12. Bonsoir. Ce qu'on voulait voir ensemble un peu, enfin, quand on a préparé ce webinaire, c'est vous m'avez parlé notamment d'actions aussi très concrètes, parce qu'on est là aussi, bon, le constat, on en a parlé, et c'est aussi de montrer des choses, comment on peut agir voilà, de façon aussi efficace en termes de prévention, et tout en innovant. Et vous vouliez nous parler d'un programme qui est en cours avec l'éducation nationale. C'est à vous, on vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci de cette invitation, et puis merci à tous les intervenants et de la qualité de leurs propos. Alors en effet, j'ai créé 2 associations, entre autres, 3, 6, 9, 12, le nom a été évoqué, donc 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, savoir comment introduire les écrans dans la vie de l'enfant de la manière qui soit la plus structurante, la plus développementale, si vous me permettez le néologisme, la plus créative possible. Et puis donc une autre association que vous venez d'évoquer à l'instant, qui s'appelle Développer l'empathie par le jeu et 3 figures, et c'est cette association-là qui travaille notamment dans le cadre de l'éducation nationale pour contribuer à un climat serein dans les classes et évidemment bien au-delà, aussi dans les cours de récréation. Et puis permettre que les enfants aient moins de pratiques évidemment de harcèlement et surtout soient mieux conscients des effets délétères du harcèlement. Alors, avant quand même de dire quelques mots de ces 2 programmes et surtout du jeu des 3 figures qui est moins connu aujourd'hui, je voudrais remercier précisément le professeur Benyamina, parce que je crois qu'il a posé 2 distinctions très importantes. Tout d'abord, distinguer entre les usages excessifs problématiques et les usages excessifs non problématiques, non pathologiques. C'est pas parce qu'un enfant est beaucoup sur des outils numériques que c'est pathologique, il l'a dit, je le renforce, et je le renforce aussi pour dire que ça, c'est de l'initiative des parents. C'est-à-dire quand un enfant est trop sur les outils numériques, il ne faut pas se précipiter de prendre rendez-vous chez le docteur, il faut d'abord essayer d'exercer sa responsabilité parentale, et puis on voit comment les choses se passent. Il a beaucoup insisté aussi sur le fait que le temps n'est plus un critère déterminant, on prend en compte ce qu'on appelle la contextualisation, les programmes, le type d'activité créative, socialisante ou pas, qui permettent les écrans. Et puis la deuxième chose, vous l'avez évoqué, Karine, il y a quelques minutes, il a bien évoqué aussi le fait que les usages pathologiques sont souvent liés à des pathologies mentales. Mais en revanche, il y a 2 choses, je crois, qu'il faut rappeler autour de cette expression addiction aux écrans qu'on emploie beaucoup ici entre nous, puis qui est très présente dans la presse, à la télévision, c'est que pour la communauté internationale, il n'y a pas d'addiction aux écrans.
C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle seulement, depuis que l'OMS en 2018 l'a décidé, il y a ce qu'on appelle une addiction aux jeux vidéo. Mais en fait, si vous regardez les sites francophones de l'OMS, c'est un gaming disorder, un trouble du jeu vidéo qui devient une addiction seulement si la pratique d'écran est invasive et exclusive de toute autre activité depuis 12 mois. C'est-à-dire, quand même, pas beaucoup de gens, heureusement. Ça veut dire plus aucune scolarisation depuis au moins 12 mois pour les enfants, plus aucune activité professionnelle pour les adultes depuis au moins 12 mois. Donc voilà, pas d'addiction aux écrans. Alors on utilise le mot de façon métaphorique, mais il faut savoir quand même les limites, parce que pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est une addiction comportementale, il faut le dire. L'addiction comportementale, c'est pas une addiction aux substances toxiques. Tout rapprochement avec l'héroïne, la cocaïne, tout ce que vous voulez, et relève du fake news. Non, il n'y a pas de risque de sevrage physiologique, hein, même si parfois il y a un sevrage psychologique qui prend l'apparence de sevrage physiologique, et il n'y a pas de risque de rechute, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à la différence d'un grand buveur ou d'un grand fumeur qui est sevré, il ne faut pas qu'il recommence, alors que tous les grands joueurs de jeux vidéo, ben c'est pas nouveau les jeux vidéo, c'est en 1985 en France, hein. Moi j'ai commencé à jouer en 89, et depuis il y en a eu des générations qui ont joué aux jeux vidéo, et certaines de façon très excessive, la plupart sont devenus des joueurs familiaux, modérés, voilà, donc qui jouent de temps en temps. Voilà. Et l'autre chose également importante, c'est que la question de gaming disorder pour les jeux vidéo ne prend pas en compte le fait, ça a été dit aussi, que les enfants n'acquièrent en principe le contrôle des impulsions qu'en arrivant à 25 ans, alors heureusement ça arrive avant, mais comme l'addiction se définit par le fait du contrôle des impulsions, on ne peut pas utiliser le même mot pour définir un adulte qui a perdu le contrôle des impulsions et un enfant qui ne l'a jamais eu. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est aussi bête que ça, donc bannissons le mot addiction aux écrans de notre langage. Alors maintenant, je voudrais dire en effet quelques mots de Francis 9-12 et Jeux des trois figures, mais en replaçant ces activités dans un cadre plus général. La question, c'est quelle est l'origine des mauvais usages et comment on peut réduire ces mauvais usages? Question très générale. Alors, on a dit, question de l'origine des mauvais usages, on a évoqué les fragilités personnelles, c'est évident, il y a probablement des facteurs génétiques, il y a des facteurs d'environnement, il y a des facteurs d'éducation parentale, il y a des parents qui allument la télé le matin, qui l'éteignent le soir, s'il y a un bébé dans la pièce, il est exposé toute la journée, voilà. Il y a des questions de mauvais exemples. On donne beaucoup aujourd'hui l'exemple de ces parents qui sont constamment sur leur smartphone et qui produisent des troubles de l'attachement sur leur bébé parce que leur bébé a l'impression que les parents sont jamais disponibles comme il faudrait. Voilà. Donc les fragilités, l'environnement, mais il y a aussi quand même les algorithmes qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisés dans les jeux vidéo, pas seulement sur les réseaux sociaux, et des algorithmes qui sont basés sur des procédés d'influence qui ont fait leur preuve dans les jeux de hasard et d'argent. On a tous entendu parler du FOMO, la crainte de rater quelque chose d'important. Il y a aussi les fameuses lootbox, on achète des boîtes fermées sans savoir ce qu'il y a dedans, hein, toujours tenter d'en acheter plus pour décrocher le gros lot. Il y a la version à la perte. Tous ces trucs qui normalement sont réservés aux adultes dans des activités encadrées, aujourd'hui, elles sont proposées aux enfants de tous âges à travers des algorithmes dont les utilisateurs, évidemment, ne sont pas conscients, donc ça rejoint un problème éducatif. Et puis, la dernière chose, c'est et là on l'a pas du tout évoqué non plus, c'est le problème des activités alternatives. C'est-à-dire que si vous êtes en ville, que vous n'avez pas envie de rester tout seul devant votre écran, que vous avez envie de faire de l'escalade, vous avez envie de faire du volley, vous avez envie de faire du tennis, il faut payer. Alors l'éducation nationale, la première chose qu'elle devrait faire, c'est de rendre accessibles tous les terrains de sport le samedi, le dimanche et après l'école. C'est créer des alternatives, c'est essentiel. Et les villes, qu'est-ce qu'elles devraient faire les villes? Les villes, elles devraient créer des activités encadrées et dont le coût soit calculé, comme pour la cantine, sur les revenus des parents. Tant qu'il n'y aura pas d'activité alternative, il n'y aura pas de solution aux accès d'écran. D'ailleurs, on l'a vu, hein, pendant le confinement, les jeunes, ils n'étaient pas contents d'interagir via leurs écrans, ils voulaient tous aller faire la fête dehors, malgré les risques de contamination. Tous les gens qui ont des ados le savent bien, donc les écrans, ça ne leur suffit pas. Il y a même des sociologues américains qui ont montré que plus le bétonnage des villes augmente, on va en avoir un bel exemple avec le périphérique à Paris, voilà, plus le bétonnage des villes augmente, plus les espaces dans lesquels les ados peuvent se retrouver diminuent, et plus ils restent sur leurs outils numériques. Et en plus, les parents ont peur qu'ils sortent dans la rue, parce que dans la rue, on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, donc j'en arrive maintenant en effet à quelques mots sur 3-6-9-12 et le jeu des trois figures. Alors, 3-6-9-12, alors en effet, c'est depuis 2008, hein,
Et donc, on intervient beaucoup auprès des parents d'élèves, auprès des élèves, voilà, pour leur montrer, notamment, puisque je centre sur cette question-là, les pièges du numérique. Et on le fait comment? Par exemple, en les invitant à communiquer dos à dos, pour se rendre compte que quand on est dans le numérique, et qu'on ne se voit pas, ou alors qu'on a l'impression que l'autre ne nous écoute pas, parce qu'on regarde sa webcam, on a toujours l'impression que que les regards ne se croisent pas, toute la régulation relationnelle qui se fait par le corps, les postures, les mimiques se fait mal, et donc du coup on a toujours l'impression dans les interactions via les outils numériques, de pas être compris. Alors on en rajoute, on se caricature, on grossit les faits, avec le risque que l'interlocuteur soit blessé et le risque de rentrer dans des logiques de harcèlement sans même l'avoir cherché. Je suis beaucoup sollicité par des directeurs d'établissements scolaires qui me disent « Mais M. Tisson, expliquez-nous donc pourquoi nos élèves se quittent bons amis le vendredi soir et pourquoi ils se tapent sur la figure le lundi matin. » Eh bien, c'est très simple à comprendre. Toute la semaine, ils accumulent les quiproquos en sortant de l'école et en interagissant via les outils numériques entre 17h et 24h, parfois plus, hélas. Mais le lendemain matin, ils se rabibochent. Parce qu'à nouveau, ils ont une communication en présence physique. Le vendredi et le samedi, 2 jours sans possibilité d'interagir en présence physique parce que pas d'espace de jeu collectif encadré, donc ils restent chacun chez eux, ils communiquent via les outils numériques, les quiproquos s'accumulent, et le lundi matin, ceux qui ont eu l'impression de ne pas trouver la bonne réponse via les outils numériques, la réponse qui tue l'adversaire, eh bien ceux-là prennent leur revanche au poing. Voilà. Et donc, du coup, c'est très important de sensibiliser les enfants au fait que la communication numérique, c'est une machine à fabriquer des quiproquos. Et comme l'a dit très bien Philippe Cohen, avec les métavers, avec les avatars, ça va être bien, bien pire. Les quiproquos vont être encore pires, les risques de harcèlement vont être encore pires, et ils peuvent même pas être anticipés parce que des choses qui peuvent être ordinaires pour une personne, comme de passer la main de son propre avatar à travers le corps d'un autre avatar, ça peut être perçu par le propriétaire de l'autre avatar comme un viol, alors que celui qui l'aura fait n'aura pas vraiment eu l'impression de commettre un acte délictueux. Donc les quiproquos vont encore s'accumuler avec les métavers. D'où l'importance, en effet, de faire cette éducation au piège du numérique, au quiproquos du numérique. Donc on fait ça. Si je résume, vraiment, voilà, l'histoire de prévenir, d'éduquer, et aussi au regard de ce que j'entends aussi, de mettre en situation les gens, comme vous étiez en train de le dire, pour qu'il y ait une prise de conscience finalement. Exactement. Et je vais dire du coup 2 mots du jeu des 3 figures, parce que c'est exactement ça dont il s'agit. Alors on va y venir. Rien n'a montré, à ma connaissance, que je peux me tromper, peut-être quelqu'un va me dire que je me trompe, aucune étude n'a jamais montré l'efficacité des campagnes d'information. Alors, sauf évidemment, si on vous dit comment ne sort une bombe sur la tête dans le quart d'heure qui suit, alors là, évidemment, vous courez à l'abri. Ça, c'est utile. Mais une campagne d'information qui porte sur des effets non mesurables, enfin, tous les gens qui étudient le fonctionnement du cerveau montrent que c'est très compliqué pour l'être humain d'arriver à se prémunir d'un danger très lointain. On se prémunir d'un danger proche, un danger très lointain, c'est compliqué. Et donc, du coup, c'est très difficile. Les campagnes de prévention qui mettent en garde contre un risque de baisse de la vue 15 ans plus tard ou de problèmes de socialisation, mais longtemps après, le problème de rater, de ne pas avoir un bon métier, très loin après. Ça, on ne sait pas comment ça marche. Il n'y a pas d'études qui montrent leur efficacité. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut vraiment impliquer le corps. Ça a été dit, quelques-uns l'ont évoqué, c'est quand on implique le corps que les apprentissages se font. Parce qu'on a 2 registres de fonctionnement, nous autres êtres humains. On a un registre de fonctionnement qui concerne les représentations et on a un registre de fonctionnement qui concerne les comportements. On peut modifier les représentations de quelqu'un sans qu'il change ses comportements. Et pour changer les comportements, eh ben, il faut prendre des habitudes comportementales et c'est le but du jeu des 3 figures de développer ces habitudes comportementales. On forme des enseignants sur une année. C'est assez exigeant. Il y a 3 journées de formation, mais on interagit via un Google Group ou l'équivalent éducation nationale donc chaque semaine. Et ces enseignants, avec leurs élèves, une fois par semaine, pratiquent une activité théâtrale qui s'appelle le jeu des 3 figures, qui est centré sur les figures donc de l'agresseur, de la victime et du tiers, le tiers pouvant être redresseur de tort, sauveteur ou simple témoin. Et donc, cette activité, il a été montré parce qu'elle a été validée. On a fait une étude en maternelle en 2007, on a fait une étude auprès d'enfants d'élémentaire avec l'université d'Aix-en-Provence
en 2018. Et donc, on a montré que cette activité permet aux enfants de développer des réflexes qui leur permettent de s'opposer aux agressions qu'ils subissent. On leur apprend à dire pratiquement, tu n'as pas le droit de me faire ça, je me plaindrai, arrête de m'embêter. Ces réflexes que beaucoup d'enfants n'ont pas. C'est des réflexes de protestation. Et il a été montré que lorsqu'on est capable de protester contre son agresseur, on est beaucoup plus capable de porter ensuite sa protestation auprès d'un tiers, parce qu'hélas, c'est pas parce qu'on proteste auprès de son agresseur que l'agresseur s'arrête, mais on devient plus prêt à porter sa protestation auprès d'un tiers. On l'a vu dans le mouvement MeToo, la difficulté pour une personne agressée de se mettre en situation de protestation et la difficulté pour une personne agressée qui n'a pas protesté d'être crédible. Donc, ça a un impact sur les élèves. On a montré que ça a aussi un impact sur les enseignants qui apprennent à fonctionner avec leurs élèves autrement, en leur faisant beaucoup plus confiance, en acceptant que les élèves gèrent leur classe, voilà. Et puis, on a formé beaucoup de monde, je terminerai par là, parce que c'est pas une petite activité. On est intervenu sur une vingtaine d'académies, on a formé à peu près 1500 enseignants, et on a formé, et plus de 100 000 élèves ont bénéficié du jeu des trois figures. Donc, c'est une activité aujourd'hui qui est très prisée par l'éducation nationale. On intervient dans le cadre du programme phare, notamment, pour réduire les comportements de harcèlement et pour développer de façon plus générale un climat serein dans les classes et au-delà, puisque notre volonté, c'est évidemment de permettre aux enfants d'acquérir des réflexes. Ensuite, ils auront à utiliser toute leur vie pour lutter contre des réflexes, lutter contre des situations de harcèlement, qu'ils soient d'ailleurs victimes ou témoins. Merci Serge Tisseron. Vous voyez, c'est passionnant. Derrière, il y aura des communications. Vous pourrez revoir en replay. N'hésitez pas aussi à le diffuser à l'ensemble des personnes de votre entourage déjà, et puis également pour ceux qui sont dans les fédérations, les clubs, les comités, les ligues, à diffuser. Vous voyez, des actions aussi concrètes. J'avais une question pour Amine Benyamina. On a parlé sommeil et finalement, on a dit qu'effectivement, le temps d'écran va impacter sur le temps de sommeil, et c'est vrai également pour les adultes. Mais il y a quelqu'un qui nous pose la question, quelles sont finalement les plages de sommeil nécessaires suivant les âges pour que les jeunes puissent avoir un temps nécessaire de récupération? On le sait, le sommeil, c'est important aussi pour nos petites fonctions cognitives. Plus on est jeune, plus on a besoin de sommeil, tout le monde le sait. Et les adolescents sommeillent beaucoup plus que les adultes. Et en général, ils ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil. Ensuite, il y a le sommeil, on doit dormir au moment où on a des phénomènes qui sont à la fois biologiques et environnementaux. Il y a le cycle de la mélatonine, il y a l'obscurité, c'est tout ça qu'il faut respecter. Alors, parfois, les jeunes sommeillent dans la journée quand il y a de la lumière. C'est moins efficace et moins réparateur que lorsqu'on sommeille dans la nuit. Donc, c'est pas tellement la quantité de sommeil, c'est dormir au bon moment. Et c'est le moment où ils jouent en réseau. C'est ça le problème. Ils sont derrière leurs écrans. Et ça a un effet sur la fatigue cumulée, ça a un effet sur le cycle du cortisol, ça a un effet sur l'humeur, l'anxiété et la performance cognitive. C'est tout ça, c'est tout un ensemble. C'est pas je répète, c'est pas seulement la quantité de sommeil. C'est dormir au bon moment. Voilà. Ouais, et tu le dis très justement alors sur l'impact cognitif et derrière forcément la performance sportive et scolaire. Et scolaire, évidemment. Une autre petite question, j'avais envie de la poser à Charles Mercier-Guyon. C'est vrai qu'on parle des conduites addictives aux écrans, que ça amène les individus à être assis. En tout cas, comment l'addiction aux écrans peut permettre peut-être d'embarquer un nouveau public à la pratique sportive? Je le rappelle, il y a eu une super application qui a mis les gens en mouvement, et d'ailleurs qui n'était pas l'objet de cette application n'était pas d'ailleurs pour mettre les gens en mouvement, c'était Pokémon Go, vous vous souvenez, Pokémon Go, qui a été quand même élaboré par des gens qui n'étaient pas dans le milieu de la santé, mais qui a eu le mérite, alors avec des dérives qu'on connaît aussi, de mettre les gens en mouvement. Alors, Charles Mercier-Guyon, comment on pourrait faire finalement pour utiliser les écrans pour limiter cette sédentarité et mettre les jeunes en mouvement? Alors, il y a un public qui nous intéresse beaucoup dans le domaine du sport santé, parce que le sport santé s'adresse en théorie aux personnes éloignées des pratiques sportives, ce qui est un terme très général. Ça peut être pour des raisons de pathologie, de sédentarité, les gens ne se voient pas sportifs. Mais il y a un public qui nous intéresse, ce sont les anciens pratiquants dans une discipline. Et je prends
l'exemple du tennis, je prends l'exemple du patinage artistique, où on voit revenir des anciens qui pensaient qu'ils ne pourraient plus patiner. Les clubs leur faisaient pas un énorme accueil en disant on n'a pas beaucoup d'installations, on n'a pas d'heures de glace, on n'a pas les cours, etc. Allez plutôt regarder à la télé. Mais on a des possibilités d'enseignement ou de recyclage par le biais des écrans, de vidéos, de jeux de stratégie qui leur permettent de retrouver des marques, de travailler sur un retour à une activité sportive associée, bien entendu, à du sport santé authentique physique. Mais on peut associer des écrans, des simulations, reprendre les images pour corriger les gestes sportifs. Faire un travail qui se fait d'ailleurs dans beaucoup d'équipes de sport de haut niveau, mais ça nous a intéressé sur le plan sport santé d'amener les gens à s'intéresser à l'amélioration de leurs gestes, parce que vous savez, quand on vieillit, notre corps se modifie, la proprioception est un peu différente et on a tendance à se blesser. Donc on peut travailler là-dessus. Et puis il y a également le fait d'associer un petit peu de ludique de temps en temps. On peut faire des matchs simulés, excusez-moi, mais il y a un truc qui est vieux comme le monde et que certains ont du mal à trouver maintenant, c'est les baby-foot. Les baby-foot, on pouvait s'amuser en attendant le vrai match ou après le vrai match, mais je pense qu'il peut y avoir des côtés un peu ludiques, sympas de ces systèmes de connexion, à condition qu'il y ait un lien avec la pratique sportive authentique. Alors, c'est vrai aussi, il y a aussi tout ce qui est développement de tapis connectés, hein, vélos connectés, qui peuvent être aussi, dans un premier temps, des leviers, hein, pour remettre des enfants à l'activité physique. Il y a tout un tas de choses qui sortent aussi. Voilà, pour Charles Mercier, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. Un tout petit point, je rebondis sur ce que vous venez de dire et vous avez tout à fait raison. Quand on dit à quelqu'un qui n'est pas un grand adepte du vélo ou de la marche rapide ou même de trotter sur un tapis roulant ou sur un vélo fixe en salle, de lui mettre un écran avec la montée du col de la Colombière, avec un très beau paysage devant lui, eh bien, il fatigue moins vite, il va en faire plus longtemps. Et on a un certain nombre de centres de remise en forme ou d'entretien de la forme qui ont des vélos connectés qui permettent d'aller se faire une balade. Et là encore, je reviens sur les pratiques anciennes que les gens avaient. Ils peuvent se refaire un col des Alpes ou des Pyrénées qu'ils avaient fait autrefois et se le refaire en entraînement en attendant de pouvoir y aller pour de vrai. Donc oui, il y a une imagination à faire et vous avez même des parcours maintenant qui mélangent du physique proprement dit et de l'interactif. Je pensais notamment, hein, pour rebondir sur cette question, pour nos jeunes, hein, penser aussi à des escape games en pleine nature, des choses comme ça. Hein. On le sait, il faut travailler sur leur levier motivationnel. Je dis toujours, hein, les quelques fois où j'interviens, la motivation, hein, c'est très simple, c'est des bénéfices moins des coûts. On le sait, ces enfants, en tout cas, qui sont éloignés de la pratique d'activité physique parce que trop sur les écrans, il va falloir jouer sur ces leviers motivationnels, comment augmenter le bénéfice et voilà le hashtag plaisir, hein, finalement. Donc c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir aussi, en tout cas, amener nos jeunes à bouger. Et encore une fois, on n'est pas en train de diaboliser les écrans. On l'a dit ce soir, je ne veux pas que vous ressortiez avec une image extrêmement négative des écrans. Il y a une Karine, si vous me permettez, vous venez de dire quelque chose d'important. Vous dites les jeunes qui s'éloignent des activités sportives parce qu'ils sont trop sur les écrans. Des sociologues montrent que c'est souvent le contraire qui se passe. Les jeunes sont trop sur les écrans parce qu'ils sont éloignés des activités sportives. Exactement. Donc il faut au moins maintenir l'ambiguïté de cette formule. C'est hélas, ça fonctionne dans un sens, ça fonctionne aussi dans l'autre. Et encore une fois, le manque d'activité proposée à beaucoup de jeunes semble jouer un très grand rôle aujourd'hui dans le fait qu'un bon nombre d'entre eux se replient sur les écrans avec des risques de pratiques problématiques.
C'est ça. Et puis, alors, il y a une chose qu'on l'a un peu abordé avec Philippe Cohen, c'est comment on peut responsabiliser nos jeunes. Je pense notamment comment nos jeunes peuvent être aussi des ressources, des ambassadeurs pour les autres jeunes, pour les mettre plus en mouvement, pour aussi par rapport aux dérives inhérentes. Je pense notamment à des gens, des jeunes qui auraient subi des cyberviolences ou autres, et comment ils peuvent être des ressources aussi par des interventions, c'est-à-dire finalement les jeunes parlent aux jeunes. Est-ce que c'est pas une action aussi à mettre en place? Alors d'abord, pour que les ambassadeurs puissent être formés, il faut qu'il y ait un cadre de formation. Serge Tisseron a parlé du programme phare de l'Éducation nationale, et nous avons aussi en complément du programme phare des formations pour former des ambassadeurs du respect numérique, parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour un jeune d'aller évoquer son problème vis-à-vis d'un autre jeune, plutôt que vis-à-vis de quelqu'un qui va être présumé comme ne pouvant pas comprendre ce qui se passe sur un réseau qu'un adulte n'aura même jamais ouvert ou dont il n'aura aucune connaissance. Donc, premièrement, c'est effectivement de travailler avec des ambassadeurs qui servent de relais, un peu comme des vigies, qui sont exactement le contraire d'une balance ou d'un rapporteur, mais plutôt quelqu'un qui va être un facilitateur et un modérateur de groupe. Par exemple, s'il y a un groupe WhatsApp qui s'ouvre au sein d'une même équipe, toujours avoir en tête, dans les règles de vie, d'aller nommer qui est l'ambassadeur du respect, celui qui va pouvoir répondre à une question en cas de questions sur la modération, sur une inclusion ou sur une exclusion d'un membre. Parce qu'être exclu, par exemple, d'un groupe, y compris au sein d'une équipe, sur un groupe comme un groupe WhatsApp, ça peut être un traumatisme extrêmement fort. Deuxième point, c'est le point de l'exemplarité. Parce qu'on parle toujours de comment est-ce que les jeunes peuvent être mieux, meilleurs, plus affûtés aux règles du respect, etc. Si l'exemplarité dans l'environnement du jeune sportif est défaillante, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si les parents et les encadrants sont eux-mêmes addicts, il faut aussi traiter une addiction qui est un peu plus large que celle du groupe des mineurs qui est concerné. Et je prends l'exemple souvent de la règle qui avait été instituée il y a quelques années dans les collèges-lycées avec une interdiction du portable à l'école. Extrêmement difficile de la rendre valide, cette règle, si les adultes qui sont encadrants des élèves n'avaient pas accès à la même règle. Il y a un problème aussi sur l'exemplarité. On parle de l'exemplarité des grands sportifs, l'exemplarité des élus, l'exemplarité des responsables dans les fédérations. Là, je me tourne évidemment vers Jean-Pierre et vers Jean-Claude. Et donc ça fait partie aussi des règles qu'on doit s'imposer à nous-mêmes qui mettons en place ces programmes. C'est est-ce qu'on est légitime à mettre en place des programmes si nous-mêmes, nous n'avons pas nos propres règles du respect. Serge Tisseron, les jeunes qui parlent aux jeunes. Oui, alors à 36912, on développe ça. On a un programme ambassadeur. Alors pour ceux que ça intéresse, ils vont sur le site 36912, programme ambassadeur, qui s'adresse à des animateurs, donc à des adultes, toutes les personnes intéressées, des pères, des parents, des mères, pères de famille. Mais quand on intervient dans les classes, on essaye aussi justement de repérer ces personnes ressources parmi les jeunes. Et d'ailleurs, j'avais proposé il y a quelques années que ces personnes ressources parmi les jeunes qui ont plus de recul par rapport aux écrans, eh bien, ils fassent même l'objet de la part des enseignants d'une valorisation, c'est-à-dire qu'ils soient valorisés par les enseignants comme des sortes de coachs numériques. Voilà. Alors, d'ailleurs, j'ai lancé ça, j'en avais parlé en France, ça n'a jamais marché, mais le système dont j'ai parlé aussi en Suisse, sur les cantons de Vaud, Neuchâtel, marche très très bien là-bas. Et donc, les élèves votent pour identifier leurs meilleures personnes ressources dans le domaine du numérique. L'enseignant peut y avoir affaire quand il se heurte à des difficultés. Et surtout, cette personne devient un leader qui peut porter les bons messages. Hein, voilà, c'est pas quelqu'un qui seulement connaît mieux les outils numériques. C'est quelqu'un aussi qui a du recul sur sa pratique et donc qui peut servir de relais. Et d'autant plus qu'il est valorisé par l'enseignant, qu'il est valorisé par ses camarades et il sert finalement aux uns et aux autres. Donc c'est très très important de créer ces dynamiques relationnelles dans lesquelles des enfants qui peuvent expliquer aux autres les choses se trouvent en situation d'être suffisamment valorisés pour que leur message soit accepté plus facilement. Ça pose le concept de l'enfant préventeur même au sein de son foyer. Hein. On parlait des notions d'exemplarité, mais c'est comment l'enfant peut devenir, il me semble, un acteur de la prévention au sein du foyer. Amine, Oui. Tu voulais intervenir au regard de ça. Je voulais réagir sur les interventions en fait, et évidemment,
qui vont dans le sens de ce que j'ai entendu, notamment sur la notion d'exemplarité de l'adulte, c'est très important. Et puis celle la notion d'exemplarité des figures un peu emblématiques du sport de haut niveau. J'ai eu l'occasion d'intervenir sur une photographie auprès de joueurs de foot très connus. Et j'ai dû intervenir auprès de la presse sur le fameux snus, parce que c'est très à la mode, espèce de tabac ticket qui est autorisé en Scandinavie, notamment en Suède. Et on voyait des joueurs qui étaient évidemment des dieux du stade consommer le snus et qui est devenu pratiquement un mode de consommation dénué de tout danger qui est totalement faux. Donc ça, c'est important aussi de sentir l'importance de ces sportifs de haut niveau aussi auprès des jeunes, qui constituent quand même la grande majorité. Ça, c'est important. Il y a deux éléments qui me semblent utiles, et c'est pas mon domaine, mais qui me semblent utiles aussi à ramener. C'est la notion de supervision, malgré tout, même si c'est un thème qui est technique, auprès de ces jeunes, qui sont en général, qui ont 2-3 ans de plus que les jeunes qu'ils encadrent. Ils sont eux-mêmes encore jeunes. Et donc, c'est très important de les superviser de manière assez créer une manière de superviser qui ne soit pas descendante, intéressante. Et puis, puisqu'on parle de solutions, on est très mauvais en France sur un point, c'est l'évaluation des politiques publiques. C'est très important de faire des rapports, c'est bien évidemment de mettre en place, de donner des moyens, mais on a rarement l'occasion d'évaluer les politiques que l'on met en place. On donne des moyens, on part sur de bonnes idées, on oublie de les évaluer. Et ça, je pense utile, puisqu'on a affaire à des responsables autour de ces écrans, c'est important quand on a de bonnes idées de les évaluer. Et c'est pas un gros mot, l'évaluation, c'est pas dire que c'est mauvais, c'est dire peut-être on va changer un point ou deux, ou alors rediscuter pour pouvoir être meilleur et continuer à s'évaluer. Voilà, c'est juste deux remarques que je voulais amener. Et ça, tu le dis très justement, Amine, on le sait, hein, sur tous les programmes de prévention, quels qu'ils soient. Premièrement, tu le sais, être en phase avec les besoins des gens, ça c'est primordial. Et puis derrière, quid de l'impact, hein, parce que c'est vrai, c'est pas parce que des fois on pense faire une action, en tout cas qui est en phase avec les besoins du moment, qu'il y a forcément de l'impact. On le sait, et en plus, d'autant plus à des jeunes où, encore une fois, je veux insister là-dessus, hein, le poids des mots. Hein, MOTS sur les mots, MAUX, il est important, le verbatim utilisé avec nos jeunes. Charles Mercier-Guyon, les gens de terrain, voilà, je pense qu'il faut repartir sur la connaissance des gens de terrain. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, tout simplement parce que j'ai bien vu que le programme de ce soir allait partir quand même en bonne partie sur la notion d'addiction, et on était un peu moins dans la gestion des capacités de performance en sport. Mais c'est un préalable parce que je crois beaucoup à l'utilisation de relais chez les jeunes. Par exemple, quand on fait des interventions de prévention dans des sections à horaires aménagés, donc des gens bons en sport, bons en scolaire, eh bien, on essaye de plus en plus de les mélanger avec des élèves qui ne sont pas dans des sections à horaires aménagés, mais qui auront peut-être un intérêt au point de discussion qu'on aborde. Donc là, on est vraiment aux prémices de ce sujet. Moi, j'essaye de limiter l'impact de la notion d'hyperconnexion et d'addiction par rapport à cette préoccupation pour 3 raisons que j'ai données. La première, les parents sont souvent fautifs. C'est tellement commode de filer une tablette aux gamins. J'engueule régulièrement ma fille sur ce point avec mes petits-enfants. Le deuxième point, c'est qu'ils n'ont pas d'éléments de référence. C'est un problème nouveau dans notre culture qu'on ne sait pas très bien gérer. Et on est obligé de procéder par assimilation aux jeux pathologiques, et c'est une bonne base de réflexion, c'est vrai. Mais troisièmement, on doit renouer la conversation. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un des problèmes que je vois avec les réseaux sociaux, les hyperconnexions, c'est qu'ils ne prennent plus le temps de discuter. Moi, je me souviens d'un stage de l'équipe des jeunes de l'équipe de France de hockey en Tchéquie. Pendant le repas, ils s'envoyaient des SMS et des messages au lieu de discuter tout simplement entre eux. Bon, le soir, ils faisaient la fête, d'accord, mais c'est vrai que on perd le sens de la discussion, ce qui nous amène à des quantités énormes d'autres problèmes de relations entre les jeunes qui, pour certains, s'ignorent et ne regardez toutes les affaires de harcèlement. C'est parfois du harcèlement verbal, voire physique, mais il y a aussi beaucoup de harcèlement indirect par les réseaux.
Et il y a aussi un point que je voulais recadrer aussi par rapport à tout ce qu'on a abordé, c'est notamment par rapport à la performance sportive. Un jeune qui est clairement identifié pour, on l'espère, à l'avenir être dans les meilleurs sportifs mondiaux de sa discipline. Il y a une histoire aussi de comment finalement cette course aux followers, et ça je voulais qu'on en parle aussi, parce qu'il y a des jeunes, on le sait, qui sont maintenant pris très très tôt par des marques, et quelque part c'est vrai que derrière, au lieu de finalement penser à s'entraîner au quotidien, il y a une histoire un peu de pression sous-jacente de se dire mais il faut que j'ai des followers. Et quelque part, derrière, ça va jouer bien évidemment sur la performance sportive et toutes les dérives inhérentes à tout ça. Qui veut intervenir là-dessus? Parce que ça, on n'en a pas parlé. Et c'est aussi le quotidien de jeunes sportifs qui sont déjà, en tout cas, sponsorisés par des grandes marques. Et on l'a dit tout à l'heure, Monsieur Bonvalet l'a dit, une personne voilà, qui n'avait pas assez de followers avant comment dire, avant de pouvoir s'élancer en natation, qui a perdu son sponsor. On en devient aussi à des choses complètement hallucinantes. Il y a eu un petit débat à la radio il y a quelques jours sur le fait qu'une société très proche du gouvernement, qui s'appelle la Française des Jeux, faisait un travail d'influenceur auprès des jeunes sur un certain nombre de jeux en ligne, qu'il y avait des choses qui étaient proposées. C'est assez peu transparent, mais toutes les grandes structures de communication, et Dieu sait si elles sont importantes dans le domaine sportif et dans le domaine du sponsoring, sont intéressées par cet aspect follower, à tel point que ça pose des problèmes à des sportifs, même qui sont éloignés de tout ça, mais que ceux qui sont jeunes et fragiles risquent de tomber dans une relation avec un nouveau partenaire qui est le partenaire du partenaire et qui, lui, ne passe que par les réseaux. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ce n'est pas régulé. Et je reconclus en disant ce que j'ai dit au départ, la Française des Jeux est elle-même impliquée dans cette démarche, tout en tournant un peu autour du pot. Voilà des bonnes questions à poser à nos politiques. En tout cas, messieurs, je voulais vous remercier. C'était vraiment, alors c'était une vraie performance. Voilà, on parle de performance sportive, mais c'était aussi une vraie performance parce que vous avez vu, le sujet est extrêmement vaste. L'addiction aux écrans chez les jeunes sportifs. Je vous remercie. Je vais laisser peut-être la parole à Jean-Pierre Mougin pour la conclusion. J'espère que ça va donner lieu à plein d'autres conférences, plein d'autres webinaires où on va continuer les débats. Vous voyez, il y a de quoi vraiment faire la place est sur le terrain. Jean-Pierre, c'est à toi. Oui, merci Karine pour cette animation tout à fait efficace de une soirée pas évidente sur un thème aussi délicat mais aussi important aujourd'hui pour nos sportifs. Moi, je voudrais aussi remercier infiniment les intervenants pour la qualité de leur intervention et pour avoir aussi bien fait la différence entre l'utilisation éducative des réseaux sociaux puis l'utilisation excessive qui peut déboucher sur l'addiction. Je crois que ça a été bien précisé également par Laurent Beauvalet au début du webinaire. Il faut effectivement ne pas faire de catastrophisme, mais il faut bien faire la différence entre les deux. D'un côté, on a en fait bien identifié les bienfaits des écrans et d'Internet pour les sportifs, ça a été dit, l'amélioration des connaissances, les échanges positifs avec les autres sportifs, distraction, éducation numérique à la santé, etc. Tout ça, effectivement, est positif. De notre part, on a quand même bien identifié les dangers de l'addiction pour les jeunes, ou cyberharcèlement, on a parlé de cyberviolence, on a même parlé de cyberradicalisation, impact sur la santé, etc. Donc, beaucoup de choses ont été dites sur le constat. S'agissant des solutions, c'est un petit peu plus difficile, mais on va devoir finalement quand même faire une synthèse de tout ce qui a pu être dit ce soir, qui est très riche. Le professeur Amin Benamina a bien dit comment caractériser l'addiction. L'addiction, c'est souffrance, c'est dommage à la personne, c'est l'addiction coûte cher à la société, etc. C'est des mots forts, effectivement, qui caractérisent bien ce qu'est l'addiction. Les solutions, elles sont multiples. Philippe Cohen l'a bien dit avec Respect Zone. Il a dit une chose importante, c'est que l'imposition ne fonctionnait pas. Imposer quelque chose à des jeunes, ça ne fonctionne pas. C'est important à retenir, et c'est pas par la force qu'on va y arriver, c'est par la persuasion, mais par d'autres méthodes que par l'imposition. Il y a des règles à respecter au travers d'une charte.
On a parlé de téléchargement, de code du fair play, de code du respect. On a même parlé de concours, de cyberéloquence. Je pense qu'il est ressorti quand même de cette soirée, c'est qu'il faut donner la parole aux jeunes pour qu'ils s'expriment devant les autres jeunes. Et je pense que ça portera plus que si on s'exprime devant les adultes ou si les adultes s'expriment devant les jeunes. On l'a dit aussi, il y a une notion d'exemplarité qui est importante. C'était dit par Philippe Cohen, par Amine Benamina. Une notion d'exemplarité des sportifs eux-mêmes, mais aussi des encadrants et de l'éducation de l'adulte en général. Serge Tisseron également, 36912, à juge de 3 figures, qui travaille en liaison étroite avec l'éducation nationale, a aussi apporté des solutions concrètes qui visent à, ça a été dit, développer l'empathie, avec en particulier des alternatives à l'écran. On a parlé de l'accès gratuit aux équipements sportifs. Ça, c'est un autre débat. On en parlera avec le CNOSF, Véronique Borrera, et puis aussi avec le ministère des Sports. C'est pas quelque chose de facile à mettre en œuvre, sachant que ces équipements sont gérés soit au niveau départemental, soit au niveau régional, soit au niveau communal, et donc il y a aussi une notion de pas de rentabilité, mais d'équilibre financier pour le fonctionnement de ces structures. Mais je suis d'accord, si on proposait, au lieu de proposer un Internet gratuit, des équipements sportifs gratuits pour les sportifs, peut-être qu'ils iraient plus souvent sur les équipements. On a parlé aussi de campagnes de prévention et d'information qui sont peu efficaces. Pourquoi le risque évoqué dans ces campagnes est trop éloigné, quoi. On ne se sent pas forcément directement concerné. Donc c'est également un élément important à prendre en compte. Les campagnes, c'est bien, faut le faire, mais il faut pas non plus croire que ça va résoudre tous nos problèmes. Ce qui a été dit aussi, qui est très important, c'est qu'il faut impliquer plutôt le corps, voilà, par des habitudes comportementales nouvelles. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête tous, hein, à l'école, l'éducation nationale, mais également au niveau des familles. Charles Mercier également a cité des exemples concrets sur l'impact des réseaux sociaux, sur les performances. On a parlé des parents souvent fautifs, on va pas le dire trop fort, mais c'est vrai. Et on a dit aussi tout de suite là qu'il fallait faire très attention aux influenceurs et aussi à la course aux followers. Voilà, donc tout ça finalement apporte beaucoup d'éléments nouveaux que vous ne connaissez pas forcément avant ce webinaire. On a parlé aussi d'évaluation des politiques publiques. Je crois que c'est vrai. Il faudrait qu'on puisse être plus précis et que systématiquement, quand une politique, une action est mise en œuvre, on puisse l'évaluer. Évaluer aussi les programmes de prévention s'agissant de l'addiction aux réseaux sociaux. Voilà, donc beaucoup de choses ont été dites. Ce que je nous propose de faire, c'est qu'avec les intervenants, on puisse établir un peu une synthèse de tout ce qui a été dit ce soir. Ça va pas être facile, mais je pense qu'on va arriver à faire quelque chose, un peu un guide qui pourra être largement diffusé lorsqu'il sera validé par tous les intervenants, par le ministère des Sports aussi et le comité olympique, bien entendu, et le comité français du fair play sera le rédacteur, pour qu'on puisse ensuite proposer un peu une synthèse claire. Voilà, on va aussi bien sûr proposer une diffusion de l'ensemble du webinaire qui a été enregistré, mais je ne suis pas certain qu'on aura beaucoup de followers qui vont regarder ces enregistrements, mais il faut le faire, c'est paraît important, et on vous soumettra également peut-être un ouvrage qu'on va faire comme on le fait traditionnellement avec l'ensemble des communications pour qu'il puisse être diffusé et peut-être diffusé aussi largement après dans les écoles, etc., dans les clubs pour qu'on puisse avoir des références et qu'on puisse revenir à tout ce qui a pu être dit ce soir. Voilà, donc moi, difficile de faire une véritable synthèse de tout ce qui a été dit ce soir, c'est vraiment très très riche, mais Karine nous expliquera aussi, nous aidera à faire cette synthèse. Et puis chez nous, on a Célia maintenant qui a renforcé le comité français du fair play, qui a tout noté, qui va pouvoir nous aider à faire une synthèse efficace, réaliste et qui pourrait être largement diffusée. Et juste comme on parlait aussi, hein, Jean-Pierre, du mouvement corporel, hein, encore une fois, tu sais très bien à quel point je défends cette approche intégrative tête et corps et comment aussi par le mouvement corporel, on peut amener, comme l'a précisé Serge Tisseron, à vraiment faire des nouvelles approches en termes de prévention au sein des écoles. Là, on l'a dit par rapport à ce qu'a mis en place Serge Tisseron, mais également
vraiment pour muscler l'attention des enfants, ça me semble hyper important. Et bien évidemment, l'idée c'est aussi que on remercie aussi tous ceux, vous, qui vous êtes connectés, voilà, et vous êtes aussi quelque part les ambassadeurs demain dans vos clubs, dans vos ligues, dans vos comités, ou qui s'agissant tout simplement de votre famille, de pouvoir aussi mettre une petite pierre à l'édifice. Je pense que c'est aussi ça, avec si chacun y met un peu de ce qu'il peut mettre aussi en termes de temps, en termes d'action de prévention, et ben on arrivera à quelque chose de juste extraordinaire au niveau national. Je crois qu'il faudra mobiliser, bien sûr, au-delà du monde sportif, et aussi le ministère des Sports, bien entendu. Le ministère de la Santé, c'est important aussi. Et le ministère de l'Éducation nationale, je crois qu'il faut qu'on travaille avec ces trois entités de manière directe et créative pour justement les impliquer dans les actions à mettre en œuvre, éviter de faire de la trop de communication, etc., mais faire du concret. Et puis valoriser toutes les initiatives qui peuvent être prises ici et là pour essayer de les généraliser demain. Véronique, en tant que représentante du comité olympique, est-ce que tu as un petit mot de conclusion par rapport à tout ce que tu as entendu ce soir? Alors, juste un petit mot de conclusion qui sera pas du tout la synthèse de tout ce qui a été dit, tellement c'était riche. Donc, je m'aventurerai pas dans une synthèse. Par contre, ce que je retiens, c'est que ça sert à rien d'interdire quoi que ce soit. Et donc, il faut, je pense, plutôt essayer de comprendre, d'accompagner les jeunes et réfléchir avec eux sur l'intégration de tout ce gaming là dans leur quotidien. Et je pense que la difficulté, c'est que tout va tellement vite en matière de numérique, de gaming, etc., qu'on n'a pas le temps de s'adapter. Et donc, on a peut-être ce travail d'accompagnement, justement, pour s'adapter dans les postures, dans les comportements. Voilà. Et je pense quand même que ce qui est très important, c'est de garder le lien social. Donc voilà, trouver un juste équilibre entre à la fois ces nouveautés technologiques qui sont certainement une révolution et un bienfait, et puis à la fois garder le lien social, la capacité de rencontrer l'autre et de préserver l'altérité, parce que c'est quand même aussi l'essence de l'humanité. Voilà. Merci Véronique, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt peut-être pour de nouvelles réflexions et en tout cas pour partager avec nous la synthèse qu'on fera de ce beau webinaire. Bonne soirée à toutes et à tous et merci encore.